Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à Focus sur les entreprises. Vous êtes presque déjà habitués maintenant à ce que nous venons vers vous pour faire le focus sur une des entités qui permet au pays de construire son identité économique. Il est vrai aujourd'hui dans notre pays, si vous avez entamé une activité, vous devez absolument vous assurer. L'assurance est légale et même obligatoire parce que les risques que vous prenez en investissant doivent être d'une certaine manière couverts parce que quelqu'un, quelque part, vous aurait accompagné. Dans les secteurs des assurances dans notre pays, nous avons connu plusieurs étapes. La toute dernière, c'est que le pays avait décidé de la libéralisation du secteur. Mais liberté ne signifie pas libertinage. Il faut donc construire une régulation du secteur. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour faire un focus sur l'ARCA. L'ARCA, c'est l'autorité de régulation et de contrôle des assurances qui, depuis quelques années, est en train de permettre le développement du secteur. J'ai donc le plaisir et la joie ici de recevoir le numéro 1 de l'ARCA, le directeur général, M. Alain Kanida. Bonjour. Bonjour, M. Eli. Merci donc d'accepter cette interview. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps et ça a été rude pour avoir quelques minutes avec vous. Merci donc d'être là. Je vous en prie. Nous sommes donc avec le numéro 1 de l'ARCA pour pouvoir faire un focus. Depuis quelques mois, nous sommes dans la redevabilité. Nous nous battons pour savoir si les personnes qui sont mandatées d'exercer une fonction quelconque dans la gestion de l'État exercent ça avec science et avec art. Aujourd'hui, ma première question pour le DG est simple. Pourquoi, après la libéralisation, il a fallu la régulation? Pourquoi? Merci, Monsieur Kalengai, Willy, d'abord pour l'invitation. On est toujours disponible à le faire, mais évidemment, nous avons beaucoup de charges et beaucoup de résultats à atteindre, et ce qui fait que ça ne rend pas toujours disponible. Mais c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons. En se replaçant dans le contexte concernant la libéralisation, vous l'avez indiqué, donc nous sortons de 50 années de monopole. L'histoire de notre pays est connue. Nous avions décidé, dans les années 63, de mettre en place une seule société nationale. Et ça, c'était la vision politique de nos autorités à l'époque, parce qu'on s'était rendu compte simplement que le marché des assurances, qui générait beaucoup de capitaux, beaucoup de flux financiers, ces flux financiers ne restaient pas au pays. Or, on sait que le secteur des assurances, c'est l'un des secteurs les plus importants qui mobilisent des capitaux et qui mettent à la disposition du pays pour le financement de l'économie à travers l'épargne qui est générée. Et à cette époque, donc, le maréchal Mobutu avait décidé de dire, écoutez, comme on a l'économie coloniale qui est finie et qu'on se rend compte que les capitaux ne viennent toujours pas dans notre pays, mettons en place notre société nationale qui aura seule le droit de travailler sur le marché en tant que société monopole et retenir tous ces capitaux, les mettre à la disposition de notre économie. Bon, après 30-35 ans, après une évaluation, on s'est rendu compte que les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Raison pour laquelle, après plusieurs années de discussion, 10-15 ans, finalement, en 2015, on a décidé de libéraliser le secteur. Avec comme pari de se dire, ce que nous n'avons pas pu faire avec le monopole, nous voulons le réussir avec la libéralisation. Et ça, ce sont, je dirais, des notions économiques. Libéraliser veut dire la compétition, avoir des nouveaux opérateurs privés et même aussi dynamiser la société nationale. En fait, avec la libéralisation, ce qu'on retient, deux choses importantes, c'est que libéraliser veut dire on veut avoir un impact sur d'autres secteurs économiques et financiers. Parce que tant que les assurances n'étaient pas là, effectives et libéralisées, ça bloquait un certain nombre de secteurs économiques. Mais deuxièmement, c'est mettre fin au monopole et donc permettre à des acteurs privés de venir sur le terrain. Et donc c'est sur ce pari-là que nous sommes. Et donc ce que la loi a prévu au niveau de la libéralisation, je citerai simplement 3 innovations majeures. Premièrement, vous avez parlé du régulateur. Donc on met en place un régulateur qui joue le rôle d'arbitre, qui est là sur le terrain pour organiser ce nouveau marché qui n'est plus monopolistique mais qui est aujourd'hui concurrentiel, qui a pour mission de faire entrer sur le marché des nouveaux acteurs privés et que ces acteurs respectent la loi en termes de capitalisation, en termes de solvabilité, en termes de moyens financiers.
Mais surtout, le cœur de notre métier, en tant que régulateur, nous avons la principale mission, c'est celle de protéger les assurés. Parce que l'assurance, c'est quoi? C'est que, vous l'avez dit aussi, vous prenez un contrat avec une société d'assurance qui vous garantit qu'en cas de la survenance d'un sinistre ou d'un accident, elle doit vous indemniser. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui surveille et qui s'assure que cela est respecté, pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation où il y a perte de confiance, vous payez des primes, et qu'au moment où on doit vous indemniser, il n'y a personne pour le faire. Et là, c'est le rôle du régulateur, c'est le rôle que nous avons. Nous, premièrement, ça il faut vraiment bien le retenir, c'est de protéger les assurés, quels qu'ils soient, afin que les sociétés d'assurance qui détiennent les capitaux respectent leurs engagements. Alors, je reste encore sur la libéralisation et un peu l'histoire. Si, dans le régime passé, le régime du maréchal Mobutu, on avait créé la SONAS, l'Association nationale d'assurance, pour pouvoir stabiliser les capitaux perçus dans le pays. Alors, quelle garantie nous avons que nous pouvons maintenir en gros les capitaux dans le pays en libéralisant? Qu'est-ce que nous avons comme moyen? Quelles dispositions ont été prises pour que nous sachions que c'est vrai, on a libéralisé, c'est vrai, on a ouvert à la compétition, mais le besoin de financer l'économie, lui, il reste entier. Comment on fait? Comment est-ce que la libéralisation peut garantir cela? Ben écoutez, là on revient encore sur les missions qui sont celles du régulateur. La loi nous donne, je vous ai dit, cette mission principale de protéger les assurés. Mais lorsque vous regardez ce que le décret portant création de l'ARCA définit comme mission et qui sont tirées de la loi, nous avons à peu près 17 missions qui nous sont confiées. Les principales sont celles d'agréer les nouvelles sociétés d'assurance. Mais surtout, nous avons une mission importante, c'est celle de surveiller en permanence tous les opérateurs d'assurance qui sont sur le marché et de veiller à la solvabilité financière de ces opérateurs. Cela veut dire que tous les capitaux qui passent par ces sociétés, en termes de primes, nous avons l'information et nous avons tous les indicateurs qui nous sont rapportés par ces sociétés et nous devons veiller à ce que ces moyens-là soient disponibles. Et bon, le système des assurances, c'est que les sociétés perçoivent les primes et elles ont l'obligation de les replacer pour justement garantir la disponibilité de ces moyens financiers. Et c'est par ce mécanisme-là, par la surveillance que nous faisons nous, en permanence, que nous faisons depuis que nous sommes là et que toutes les sociétés nous donnent des informations, nous avons la capacité, par ce contrôle permanent, de voir que les capitaux sont disponibles, que les capitaux sont investis là où ils doivent l'être et que ces capitaux sont mis à la disposition de notre économie. Alors, à la différence d'autres régulateurs, vous avez aussi une maternité parce que c'est vous qui agréez finalement ces sociétés, ce qui est différent un peu des autres qui constatent l'existence de certaines entreprises. Quelles sont les règles des jeux pour être agréé? Parce que je me rappelle que vous avez fait longtemps avant d'agréer la toute première entreprise d'assurance. Quelles sont les règles des jeux? Comment vous faites pour pouvoir agréer une société et finalement, il y en a combien? Alors, au niveau de l'agrément des sociétés, la loi a défini un certain nombre de conditions, plusieurs conditions qui sont rigoureuses, parce que vous savez, les assurances, c'est un secteur financier, et tout ce qui vient dans ce secteur, il y a une question de confiance, de crédibilité et de notoriété. Alors, je vais vous les résumer en trois, disons, catégories. Premièrement, nous regardons l'aspect financier. La loi fixe que toute société d'assurance qui veut œuvrer sur notre marché doit avoir un capital minimum de 10 millions de dollars. Et 10 millions de dollars placés ici dans un compte, dans une banque locale, et que nous surveillons. Donc ça... c'est bien déjà ça. Oui, donc ça, il faut que vous ayez vos 10 millions de dollars disponibles, parce que là, vous commencez, c'est déjà la première étape du matelas financier dont nous avons besoin pour ces questions de solvabilité. Avant même que vous ayez fait votre premier chiffre d'affaires, vous avez l'obligation d'avoir ces 10 millions disponibles. Ça donne déjà votre sérieux. Deuxième élément que nous regardons, c'est la qualité des investisseurs. Qui sont les investisseurs? Qui sont les actionnaires? Et qui viennent comme équipe de direction. Donc nous faisons nos enquêtes. Dans le dossier, on doit avoir tous les détails de qui sont les actionnaires et qui sont les gérants de la société. Et nous faisons nos enquêtes, puisque nous avons aussi nos alter ego sur le plan international, pour vérifier le sérieux. Nous travaillons avec la CNRF, qui regarde... la source des capitaux. Oui, la source, l'origine des capitaux. D'où vient-il? Est-ce que les opérateurs, les dirigeants que nous avons, les investisseurs, ne sont pas fichés quelque part pour ne pas faire entrer sur notre marché
des délinquants financiers, ça nous le regardons. Et puis nous regardons le business plan. Quelle est l'ambition de la société? Quels produits veulent-ils amener sur le marché? Qu'est-ce qu'ils ont comme impact en termes de contribution, d'engagement des locaux au niveau de la direction générale? Donc nous les regardons sur ces trois aspects. Et lorsque nous sommes confortables que c'est une société qui mérite d'être sur notre marché, alors à ce moment-là, au niveau de notre conseil d'administration, nous présentons le dossier pour que ces sociétés soient agréées. Donc il y a l'ensemble de ces dispositifs qui font que tous ceux que nous avons aujourd'hui sur notre marché ont pu réussir ces différents examens, je dirais, et qui font qu'aujourd'hui, donc, nous surveillons ces sociétés-là pour qu'elles restent à ce niveau-là. Et si vous demandez de faire une présentation brève de ce marché-là, qui sont-ils? Qui a finalement réussi à passer les mailles de l'ARCA pour exister aujourd'hui comme associé d'assurance? En fait, l'état des lieux. Alors, aujourd'hui, nous avons sur notre marché les premiers agréments que nous avons donnés, c'est en 2019, mars 2019. Donc nous avions encore la seule société nationale qui opérait et donc nous avons agréé 4 nouvelles sociétés d'assurance. Donc de 2019 à aujourd'hui, nous sommes passés d'une société monopole, on en a eu 5 et aujourd'hui nous avons 10 sociétés qui sont sur le terrain, qui opèrent. Donc ça c'est quand même un bon indicateur de l'intérêt que les investisseurs portent par rapport à notre secteur. Comme je vous l'ai dit, chacun investit au moins 10 millions de dollars pour venir sur le marché. Le profil de ces 10 sociétés, nous avons des sociétés locales, c'est une bonne chose, qui connaissent notre marché local, qui sont en lien avec le secteur bancaire. Nous avons également des sociétés panafricaines qui ont comme expertise le métier d'assurance, donc qui sont établis au niveau régional et au niveau africain. Nous avons également quelques sociétés également sous-régionales au niveau de l'Afrique de l'Est. Donc nous avons quand même un bon équilibre en termes de profil sur plusieurs types d'opérateurs avec des stratégies qui sont différentes. Donc aujourd'hui, comme je l'ai indiqué, nous avons au-delà des sociétés d'assurance, dans le secteur de l'intermédiation, il y a des courtiers, il y a des agents généraux, nous en comptons plus de 25 et nous avons également tout récemment pu donner des autorisations à 3 banques pour qu'elles puissent également entrer dans le dispositif du secteur des assurances parce que les banques, avec leur distribution et leur présence au niveau du territoire, pourront aussi commencer aujourd'hui à élargir le réseau de distribution. Donc nous sommes partis, je dirais, de 4 acteurs en 2019 pour en compter aujourd'hui près d'une quarantaine. On a 39 acteurs qui travaillent sur le marché. Alors, vous, quand on regarde le nombre d'acteurs et on regarde l'étendue de notre pays, mais surtout aussi les tissus économiques de notre nation, on constate quand même qu'on peut dire qu'il y a une faible pénétration du marché. Pourquoi? Alors, en termes de chiffres, ce que je pourrais vous indiquer, pour faire également référence à 2019, nous avions alors à ce moment-là un marché de l'ordre de 70 millions de dollars des primes d'assurance, mais essentiellement représenté par la RC Automobile. Donc aujourd'hui, à fin 2021, nous comptons à peu près, nous allons publier nos chiffres dans les semaines qui viennent, donc je ne vais pas donner trop de détails, mais nous sommes aux environs de 220 millions de dollars, avec le secteur automobile qui avoisine les 55 millions. Donc aujourd'hui, nous avons sur le marché de nouvelles assurances qui n'existaient pas, qui aujourd'hui viennent sur le marché, avec une croissance, comme j'aime souvent le répéter, organique. Donc le travail que les sociétés ont pu faire avec l'assurance incendie, l'assurance crédit et d'autres types d'assurances. Donc c'est déjà des innovations qui viennent au niveau de notre marché et qui aujourd'hui permettent d'avoir la mobilisation de la TVA, plus de 56 millions de dollars qui sont entrés dans les caisses de l'État au niveau de la TVA, sans compter les impôts que les autres sociétés ont payés. Alors, pour nous, c'est vrai, 220 millions de dollars restent encore en deçà de ce que notre marché doit être aujourd'hui. Parce que la loi est très claire. La loi, vous l'avez dit, une autre innovation que notre loi a apportée, c'est de préciser que lorsque vos risques sont localisés en République démocratique du Congo, vous avez l'obligation de vous assurer en République démocratique du Congo. L'article 286, que les gens parfois me répètent, mais c'est quoi l'article 286 ou me montrent dans les cocktails, mais l'article 286, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une dérogation et autres. Mais ça, c'est un article clé au niveau de notre code et qui impose que les sociétés s'assurent. Alors nous disons simplement, vous pouvez regarder plusieurs aspects. Si aujourd'hui, tous les opérateurs économiques qui ont investi en République démocratique du Congo respectent strictement cet article de notre loi,
ben notre marché ne peut pas être en deçà de 1 milliard de dollars. Il ne peut pas être en deçà de 1 milliard de dollars. Et donc là, effectivement, comme vous l'avez dit, nous montons crescendo pour être à peu près à 220 millions de dollars, mais nous déployons encore beaucoup d'efforts pour arriver à convaincre les opérateurs économiques à s'assurer un public démocratique. Monsieur le directeur général, c'est vrai que vous êtes pudique et très bien élevé pour pouvoir dire des choses négatives, mais essayons quand même de dire les choses telles qu'elles se présentent. La loi impose à tout le monde de s'assurer. Ce n'est pas facultatif. L'assurance est obligatoire. Alors, des entreprises, j'ai visité des entreprises minières, ont l'obligation, comme vous l'avez dit, l'article 286, de s'assurer là où il y a leurs opérations. Mais ces entreprises, malheureusement, ne le font plus ou ne le font pas encore et font tout pour s'assurer à l'extérieur du pays, d'où votre cri d'alarme en disant « nous aurons pu atteindre 1 milliard ». Mais la loi, on ne négocie pas avec. Quand les gens ne respectent pas la loi agit. Pourquoi à l'ARCA, on a l'impression que vous voulez les cajoler? Ben écoutez, c'est une lecture que vous faites, mais elle est loin d'être la réalité. Vous savez, on a toujours cet équilibre qu'on doit maintenir. À la fois, on nous demande de travailler pour l'amélioration du climat des affaires, et en même temps, on doit faire respecter la loi. Nous, dans notre méthodologie de travail, pour faire respecter la loi, nous avons d'abord commencé par un travail de vulgarisation, de sensibilisation, d'explication. Ce que nous avons fait les 2 dernières années, pour ne parler que des sociétés dans le secteur minier. Et donc, depuis 1 année, nous avons entamé maintenant des missions de contrôle, avec des redressements et des amendes. Parce que la loi prévoit, en cas de non-respect de cet article, justement, on vous inflige des amendes. Et donc, nous avons commencé nous-mêmes à faire ce travail. Donc, il y a comme de la répression. Oui, absolument, absolument. Il y a de la coercition qui est faite directement par les agents de l'ARCA. Et vous savez, il faut mettre aussi en place tout un dispositif. Nous avons mis en place aujourd'hui des OPJ qui ont prêté serment l'année dernière, qui vont dans le sens de verbaliser les sociétés. Ces équipes sont en campagne, que nous intensifions. Et vous avez vu encore tout récemment dans la stratégie que nous avons mise en place pour rendre encore beaucoup plus coercitive notre démarche, c'est celle de travailler avec les services spécialisés. Cette question a été portée au niveau du gouvernement lors d'un conseil des ministres présidé par le chef de l'État qui nous a demandé d'intensifier ce travail de lutte contre l'évasion des primes. L'ARCA a fait le travail, l'ARCA a mis en place ses propres OPJ qui vont verbaliser les sociétés, qui font des enquêtes, qui vont ramener l'information des fuites des capitaux qui sont faites. Nous avons donné également le rapport à notre ministre de tutelle, le ministre des Finances, qui a également fait passer des communiqués, qui est également intransigeant sur la question. Et aujourd'hui, nous avons des missions conjointes qui sont lancées, qui commencent encore dans les heures qui viennent, avec la CNRF et également avec l'Inspection générale des finances. Parce que lorsque la question d'évasion des primes est concernée, ce n'est pas seulement un manque à gagner pour le secteur des assurances, mais également, il y a une perte au niveau de l'État sur le plan fiscal. Et comme nous le disons, toutes les manigances que les sociétés font pour arriver à placer les primes à l'étranger, il y a forcément quelque part des opérations qui sont entachées d'un problème d'irrégularité et de blanchiment de capitaux. Dites-moi, pourquoi ces entreprises qui ont quand même trouvé les beefsteaks ici, je parle un peu vulgairement, qui ont trouvé le travail ici, pourquoi elles veulent s'assurer à l'extérieur? Si nous devons nous regarder en face en tant que pays, n'y aurait-il pas des raisons objectives à cette évasion-là? Y a-t-il des assurances que s'ils viennent s'assurer ici, le risque sera pris en charge? Avons-nous assez de moyens pour pouvoir rentrer dans ces risques-là? Quelle est la raison qu'ils donnent? Oui. Oui, je vais vous répondre en espérant que vous n'allez pas me reprocher que je suis très bien éduqué parce que j'avance des raisons objectives. Mais je profite de la vision que vous ouvrez pour y répondre. En réalité, en toute objectivité, ce qu'il faut reconnaître, nous avons un travail de reconstitution de confiance à donner au niveau du marché. Et cette confiance passe justement par la qualité des opérateurs que nous avons sur notre marché. Et nous veillons justement, et ça c'est notre travail que nous faisons de manière permanente, il faut que nos opérateurs d'assurance que nous avons agréés, et ça nous le répétons, nous demandons à tout le monde, c'est pour ça que nous faisons cette surveillance,
et un profil qui donne confiance aux opérateurs économiques. Elle doit avoir la capacité financière, nous y veillons. Elle doit avoir la capacité technique, nous y veillons aussi. Donc ce que nous disons aux opérateurs miniers, vous avez l'obligation de respecter la loi. Et vous devez respecter la loi en suivant le schéma que la loi a prévu. Vous devez d'abord travailler pour que, localement, on soit sûr que la capacité locale que nos entreprises ont est épuisée avant de pouvoir aller à l'étranger. Et même si vous devez aller à l'étranger, vous devez le faire dans le cadre de la loi. Parce que là, la loi également donne la possibilité, à travers un rapport que l'ARCAP pourra faire, sur une demande qui est faite au niveau du ministre des Finances, qu'une dérogation soit donnée pour que vous puissiez vous réassurer à l'étranger. Mais cela peut prendre du temps, mais on voit quand même une bonne évolution qui est en train d'être faite pour que les sociétés comprennent et réalisent que ce que nous disons par le respect de la loi, et ça vous savez c'est peut-être des mauvaises habitudes, certaines sociétés ici, certains opérateurs se disent ok, on sait qu'ils font du bruit, mais après ils vont se fatiguer. Mais nous ne nous fatiguons pas, nous allons plutôt nous monter en puissance en termes de coercition. Donc comme je vous l'ai dit, nous quittons ce que nous faisons seuls. Aujourd'hui, nous allons avec plusieurs services spécialisés pour être encore beaucoup plus coercitifs et pouvoir mettre mal à l'aise tous les délinquants qui ne respectent pas la loi. Alors pourquoi est-ce que la notion du tarif minimum a duré longtemps? Pourquoi vous avez pris presque 3 ans pour décider d'instituer le tarif minimum? Alors je peux vous dire que même 3 ans que nous avons pris ne sont pas suffisants. Tarif minimum, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous avez la capacité de regarder sur votre marché, de lire sur votre marché les statistiques, parce que les assurances, c'est ça. Vous devez avoir des données, vous devez avoir un historique qui vous permettent aujourd'hui de définir pour les différentes branches d'assurance qui existent quel est le niveau de sinistralité, quel est le niveau d'accident qui arrive, les impacts. Et c'est sur base de ces données-là que vous pouvez aujourd'hui définir un certain nombre de tarifs. Nous sommes un jeune marché qui a été libéralisé. Nous avons eu 50 années de monopole avec la SONAS, qui a ses propres données, mais on ne peut pas utiliser uniquement ces données d'un marché de monopole pour pouvoir fixer les tarifs. Donc nous avons commencé d'abord par voir ce qui se passe au niveau de notre marché, les données réelles, les données effectives, dans un marché concurrentiel, pour alors à ce moment-là commencer à définir les premiers tarifs, mais qui doivent être sur base d'un historique et sur base des chiffres qui viennent réellement du marché et des opérations d'assurance du marché. Le président de la République, en vous nommant à ce poste, mais surtout aussi le ministre des Finances, en vous accordant un certain nombre de prérogatives, avait, à mon humble avis, l'idée que les assurances constitueraient un levier de croissance. Alors, vous êtes là depuis quelques temps. Si vous étiez demandé qu'est-ce qui a vraiment marché, M. Kaninda, quel est votre bilan comme ça, de passage, de quoi êtes-vous fier dans ce poste que vous occupez, mais surtout dans le leadership que vous exercez? Merci pour la question. Encore une fois ici, l'occasion m'est donnée de remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour ce privilège et cette confiance qu'il a accepté de manifester à l'égard de ma personne et également de Madame le Directeur Général adjoint Fanny Mbilo pour continuer à gérer cette entreprise. Et dans la vision du chef de l'État, il avait d'ailleurs indiqué, avant la mise en place du gouvernement de l'Union nationale, c'est de travailler pour que ce qui appartient au Congo revienne au Congo. Et il avait dit très clairement, il faut que vous travailliez énormément dans ce programme de lutte contre l'évasion des primes pour que les capitaux qui sont à l'étranger, qui doivent être mis à la disposition de notre économie, reviennent. Et d'ailleurs, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Sam Alukonde, l'a inscrit dans son programme de gouvernement, en nous demandant de continuer sur ce programme de lutte contre l'évasion des primes, mais également de travailler sur la capacité de pouvoir développer nos capacités de réassurance localement. Aujourd'hui, comme je l'indique, on peut prendre quelques indicateurs. Nous voyons sur les 3 années d'activité un marché qui est passé de 70 millions à aujourd'hui près de 225 millions de dollars. Donc ce sont des capitaux qui sont à la disposition de notre économie et presque 100 millions de dollars qui est également mobilisé par les sociétés d'assurance. Nous avons, comme je vous l'ai indiqué, la TVA qui est apportée au niveau de l'État, presque 55 millions de dollars, 56 millions de dollars. Nous avons aujourd'hui de l'emploi qui a été créé, près de 230 emplois sur les 3 années par les différentes sociétés qui sont sur notre terrain. Et tout cela va à l'actif du chef de l'État parce que ce n'est qu'à son avènement que nous avons effectivement pu libéraliser en mars 2019. Et aujourd'hui, nous sommes dans une tendance
qui est celle de plus en plus, je vois des opérateurs se dire, voilà, nous voulons nous conformer à la loi, nous voulons respecter, nous voulons rapatrier les capitaux. Mais nous avons, nous, notre mission, justement, de pouvoir les rassurer pour dire localement, vous serez couverts lorsque vous amenez l'intégralité de vos risques. Mais à chaque fois que ceux qui ne le font pas, nous avons la loi qui est là pour faire respecter la loi. Donc, en termes je dirais, de bilan ou du moins de ce que nous pouvons comptabiliser, c'est tous ces éléments qui sont à apporter au niveau de l'actif du chef de l'État. Et nous continuons sur la vision que le chef de l'État a donnée, en dépit du fait que nous regardons les grandes sociétés, et c'est de voir comment nous pouvons apporter l'assurance qui soit une assurance qui soit populaire. Et sur ça, nous travaillons sur 2 chantiers qui préoccupent le chef de l'État. Le secteur de l'agriculture, où nous travaillons pour avoir une assurance agricole, ce qu'on appelle l'assurance inclusive, qui permettra à la plus grande part de la population. Comme vous le savez, au niveau de notre économie, la plupart des gens qui sont à bas revenus sont dans ce secteur-là. Donc nous voulons les accompagner. Mais également, nous avons à cœur, et nous y travaillons très activement, sur la question de l'assurance santé universelle. Le secteur des assurances va également y apporter sa contribution pour accompagner la vision du chef de l'État sur les aspects d'assurance populaire, les aspects qui également couvrent nos populations selon leurs besoins. La chose la plus difficile, vous avez certainement traversé des zones de doute, des zones, des moments où vous vous êtes dit, mais est-ce que ça vaut la peine? C'était quoi qui était très difficile? Écoutez, ce qui est difficile, je dirais peut-être toujours à titre personnel, vous savez, nous sommes dans un chantier qui est vaste, qui est énorme, et parfois on se demande par quoi on doit commencer, parce que tout est urgent. Aujourd'hui, pour vraiment développer le secteur, nous nous sommes orientés vers ce travail de sensibilisation, de lutte contre l'évasion des primes. Parce que nous nous disons, ça, ce sont des capitaux qui appartiennent à la République démocratique du Congo. Ils doivent revenir à la République démocratique du Congo. Mais ma préoccupation profonde, c'est celle de voir comment les assurances ne doivent pas rester une question d'élite ou d'un cercle fermé. Comment nous faisons pour que la maman qui aujourd'hui ne peut pas accéder à des soins de santé parce que son enfant est malade, qu'aujourd'hui, avec le système des assurances, qu'elle puisse y accéder sans nécessairement qu'on lui demande de payer avant qu'on prenne en charge. Et donc ça, c'est un travail où nous devons travailler sur la culture des assurances, nous devons travailler sur la vulgarisation pour toucher la plus grande part de la population. Mais ça vous demande des moyens que nous n'avons pas toujours à disposition tout de suite. Et donc, il faut que la machine prenne. Et donc ça, c'est parfois des questions difficiles de se dire, mais est-ce qu'on va y parvenir? Est-ce que la méthodologie est bonne pour pouvoir avoir l'impact que les autorités attendent, que la population attend au niveau du secteur? Mais nous sommes confiants dans ce que nous faisons. Nous voyons les résultats arriver. Nous voyons que ça prend du temps, mais que les gens réagissent pour s'inscrire au niveau de la loi. Et comme je le dis, et de manière indirecte, parfois nous le voyons. Je reviens d'émissions où nous avons participé à des forums internationaux. Je vois aussi que nous avons une image qui est positive de la part de nos pairs qui sont à l'étranger, qui regardent la République démocratique du Congo et qui veulent encore que des nouvelles sociétés viennent sur notre marché. Donc, je crois qu'aujourd'hui, en tant que régulateur, et ça nous l'avions toujours dit il y a 3-4 ans, vraiment l'indicateur au niveau du marché, c'est la position du régulateur. Est-ce que, je me souviens d'une question que vous aviez posée en 2017, et ça nos pairs nous le disent, est-ce qu'on a un régulateur sur le marché qui est politique? Ça veut dire qu'il donne des agréments sur instruction politique. Est-ce que c'est un régulateur qui est faible sur le plan financier et autres? Je crois que nous avons pu quand même donner une image et des règles et une ligne de conduite là-dessus qui fait que ça crédibilise notre marché et que ça attire encore les opérateurs. Mais nous avons encore des devoirs internes à faire. Peut-être on n'a pas beaucoup de temps, vous êtes aussi un homme très occupé, mais nous allons poser une dernière question, si ça ne vous gêne pas. L'une des promesses majeures du chef de l'État, et je crois que vous venez de l'évoquer, c'est l'assurance maladie universelle, l'assurance universelle maladie. Hein, bon. Beaucoup de gens perçoivent ça comme un simple slogan. Mais est-ce que c'est possible dans un pays comme ça? Qui va garantir cela? Alors vous êtes des régulateurs et le mot assurance a été choisi dans ces secteurs-là, assurance maladie universelle. Est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, quelle est votre part dans ce projet qui est quand même un des projets clés de ce mandat?
Non, cela est tout à fait possible. Je crois que la méthodologie du chef de l'État, il a pu le prouver dans d'autres secteurs, hein. On a parlé de la gratuité de l'enseignement et autres, qui est une réussite. Mais ce sera de même également sur l'assurance maladie. Tous les indicateurs sont là. Il suffit d'avoir la volonté. La volonté du chef de l'État a été imprimée. C'est vrai que c'est un mécanisme qui demande à l'État de participer. Et aujourd'hui, comme l'État a pris le leadership, et j'ai vu qu'également le Premier ministre a avancé également sur un certain nombre de décrets qui ont été pris. Donc ça nous permet aujourd'hui, avec la volonté du chef de l'État et la part que l'État doit apporter sur les subsides d'accompagnement et le dispositif, que le secteur des assurances vienne en complément sur la partie technique pour également renforcer ce dispositif. Et donc pour moi, c'est pas de la chimère, c'est faisable et ça va se faire. Nous allons donc terminer ici en vous posant une dernière question. Quand vous regardez les secteurs d'assurance, vous le voyez se développer. Je le projette comme ça en 2030. Nous rêvons un peu tous ensemble. Dans 10 ans, qu'est devenu ce secteur? Comment le Congo devient grâce au développement de ce secteur? Qu'est-ce que vous voyez, vous? Ben écoutez, moi ce que je vois je peux dire dans les 3 ans qui viennent, hein, aujourd'hui, nous pensons qu'en travaillant comme nous le faisons, en renforçant le rythme, on peut raisonnablement avoir un marché qui soit aux alentours de 1 milliard de dollars. C'est un marché qui est à notre portée, 1 milliard, 1 milliard 500. Et en développant les autres assurances, comme j'ai dit, parce qu'aujourd'hui, ce marché-là de 1 milliard, 1 milliard 5 repose sur les grands opérateurs économiques, les grands investissements. Nous avons le secteur minier, nous avons le secteur pétrolier. Aujourd'hui, le chef de l'État a lancé un certain nombre de projets dans le secteur, je prends le cas de projet du port en eau profonde de Banana, il y a les secteurs de la construction. Tous ces secteurs-là vont contribuer à hauteur de 1 milliard, 1 milliard 5. Mais en réalité, le vrai marché au niveau de notre pays, c'est la population, les 80 millions à 100 millions d'habitants. Et ce marché-là, s'il est développé, et que demain, vous commencez à prendre l'assurance maladie, assurance véhicule, assurance maison, assurance incendie et autres, dans les 5 années à venir, nous pourrons avoir un marché qui soit aux alentours de 5 milliards de dollars et qui fasse de la RDC l'un des 5 marchés les plus importants de l'Afrique. Et c'est dans cette vision-là, dans cette dynamique-là que nous travaillons et nous pensons que cela n'est pas impossible. Cela est tout à fait possible. Nous vous remercions d'avoir accepté cette interview, Monsieur le Directeur général de l'ARCA. Nous savons qu'il faut construire avec fermeté, construire avec conviction. Et ici, à ARCA, nous aussi, nous sommes assurés que vous allez bien assurer votre rôle. Mesdames et messieurs, merci. C'est donc par ici que nous mettons un point final à Focus sur les entreprises. Nous avons donc aujourd'hui décidé de vous faire un peu de la lumière sur l'autorité de régulation et des contrôles des assurances et nous recevions pour vous et pour votre édification collective, nous recevions M. Alain Kaninda qui est le directeur général. Au revoir et à la prochaine.